Bon, encore une fois, le mois de janvier a été très chargé. Je crois que ça aurait été symptomatique de l'année 2023. À mon avis, 2024 va être plus light. Mais donc en attendant, ne perdons pas plus de temps et parlons des quelques films que j'ai loupés durant ce mois de décembre 2023. On peut parfois essayer de baser un concept sur une idée dans l'air du temps, mais même si ça peut sembler très limité comme idée. Et Dieu sait que pendant une longue période, beaucoup de réalisateurs étaient spécialisés dans ce genre de conceptualisation à outrance du cinéma, cherchant presque uniquement à surfer dans ce qui marchait auprès du grand public, dans une période bien définie, donnant lieu parfois à des surprises, parfois à des projets assez bizarres. Clément Michel a voulu sonner ainsi dans une œuvre sonnant clairement comme une grande et longue comédie, parfois amusante, parfois un peu lourde, autour d'une idée assez intéressante dans ses premières minutes, qu'elle mérite de se tenir à peu près bien durant son heure et ses 26 minutes. Ce qui est un bon format dans le genre, mais qui reste tout de même assez poussif sur la longueur et donne surtout l'impression que cela aurait valu un peu plus le coup dans un format encore plus court et plus punchy. Après, il faut bien avouer que les duos, formés d'un côté par Dubosc et DeVos et de l'autre par Lebrun et Fichot, donnent une vraie dynamique à l'ensemble qui ne suffit pas à sauver le film, mais qui réussit assez bien à le rendre entraînant et divertissant. Cela reste dans l'excès, mais par moments, ça marche tout de même. On sent tout de même qu'il y a des studios qui se reposent clairement sur leurs acquis. Comme c'est par exemple le cas du studio Illumination, qui ne cherche pas forcément plus que cela à renouveler son style ou sa forme, donnant lieu à des longs métrages plutôt divertissants et entraînants, mais qui ne brille pas forcément par une nouveauté ou une créativité qui parviendra à surprendre le spectateur. Reste que ce nouveau métrage, porté par Benjamin Renner et Gilo Homsi, est un bon moment de cinéma, un moment classique par moment, qui sonne comme du déjà vu dans sa catégorie, mais qui respecte un cahier des charges clair, va dans une direction simple mais efficace et surtout n'en fait pas trop, le tout durant 1 heure et 20 minutes, générique compris, donc en un sens, cela reste tout à fait acceptable pour l'idée qui nous est offerte, avec en plus, encore une fois, une animation qui tient largement la route. Et après, le doublage fonctionne bien sans être forcément surprenant, Pio Marmaille et Laure Calamy sonnant un peu trop comme eux-mêmes et n'arrivant pas forcément à bien s'effacer derrière leurs personnages, ce qui parfois pose un peu problème quant à notre immersion. Mais ça reste divertissant et plutôt sympathique dans son genre. Quand on a un univers, bien marqué en tout cas, je pense qu'il faut le savoir le doser correctement. Et malheureusement, certains auteurs ne parviennent pas à faire cela, que ce soit par manque de recul, que ce soit dans un besoin constant d'aller loin dans une proposition cinématographique plus ou moins convaincante, ou que ce soit parce qu'ils ont beaucoup trop de choses à nous raconter et finalement pas assez de temps. Alice Rohrwacher, cinéaste de talent et particulièrement créative, nous propose un film qui part dans beaucoup de directions, qui est généreux, que ce soit dans son fond ou dans sa forme, qui sonne comme une réelle proposition cinématographique et visuelle, comme à chaque fois même, on peut le dire, mais qui raconte trop de choses, sur un temps beaucoup trop long, avec un univers riche mais jamais forcément clair dans ses intentions, pour un tout intéressant, mais jamais forcément aussi abouti que la promesse qui nous était offerte à la base. Reste que l'excellent Josh O'Connor est imposant en tête d'affiche, l'acteur britannique parvenant à merveille à porter le métrage sur ses épaules de bout en bout, assez charismatique et assez imposant dans le rôle pour rendre ce surprenant héros de cinéma très attachant et assez intense pour que l'on ait envie de le suivre jusqu'à la fin. Un film bizarre, mais tout de même assez fort pour fonctionner sur la durée. Certains films d'animation ne surprennent pas sur le papier. Après, ça reste sur le papier. Parfois, ça peut être le cas. On se dit que l'on a déjà vu des projets ressemblant beaucoup trop à ceux-ci, qu'ils manquent de créativité ou de générosité dans leur conception, et que du coup, en tant que spectateur, on n'a pas l'impression de voir une grosse prise de risque, mais que parfois on peut tout de même être surpris par ce qui en découle. Jérémy de Gruson nous propose une histoire très classique sur le papier, un récit que l'on connaît par cœur, où les personnages ne sont pas vraiment étonnants, mais où le tout, dans son exécution et dans le geste cinématographique qui en découle, sonne comme une petite pépite, pas forcément si brillante que cela, mais assez entraînante pour divertir et embarquer dans une petite aventure musicale et animée drôle et attachante, qui tient tout de même bien la route de tout son long. Et puis, le duo assez surprenant que forment Éric Judor et Jean-Pascal Zadi, en tête d'affiche, suffit à apporter un semblant d'âme au métrage, donnant lieu à un doublage efficace et assez juste, qui est à l'image de ce film, assez iconoclaste, sans forcément sonner comme novateur. Un sympathique petit trip qui a le mérite de fonctionner en famille. Peut-on faire pire
que ce genre d'idée très saugrenue. Il est indéniable que l'on peut faire de l'horreur avec beaucoup de choses, avec des faits divers, avec des faits réels, avec des faits plus ou moins imaginés, mais basés sur une forme de réalité. Mais encore une fois, il faut que cela sonne comme un minimum étonnant, ou même simplement prenant, pour ne pas totalement perdre le spectateur. John McPhail nous offre un film BuzzFeed, basé sur une histoire BuzzFeed, produit par BuzzFeed et tourné en majorité dans les locaux de BuzzFeed, soit ce qui s'apparente le plus à un placement de produit, mais heureusement, le film est tellement catastrophique et surtout proche du néant d'un point de vue créatif que franchement dans son genre, cela ne va clairement pas faire de la pub pour ce média. Dans un métrage particulièrement mauvais et visuellement proche de la blague, pour un moment d'horreur aucunement crédible, et ce qui sonne le plus comme un doigt d'honneur à la communauté de créateurs et de journalistes sur le web. Ajoutez à cela que la performance catastrophique de Augustus Prew n'ajoute en rien une qualité ou ne serait-ce qu'un minimum d'empathie au personnage principal, le rendant plus antipathique qu'un minimum attachant, si tant est que ce soit le but de cette œuvre maladroite et assez mauvaise dans son genre. Un film qui lasse, qui fascine presque par sa nullité, mais qui au bout du compte ennuie tout simplement. Franchement, lorsque j'ai entendu parler de ce projet, j'y croyais pas vraiment en fait. Imaginez, un film d'animation qui a plus de 20 ans et qui se voit porté à nouveau sur les écrans, certes chez soi, mais tout de même, pour un moment de cinéma basé sur un univers particulièrement accrocheur et surtout porté par l'un des studios d'animation les plus créatifs que le 7e art compte, cela a de quoi intriguer. Au final, Sam Fell nous offre une suite plutôt convenable au classique de l'an 2000 offert par Peter Lord et Nick Park pour une œuvre assez entraînante, un moment de cinéma qui tient à peu près la route, qui reste très classique et peu surprenante face au classique qu'est le premier, mais qui fascine encore par la maîtrise de son animation, par les fulgurances graphiques et une technique assez folle, faisant un peu oublier l'aspect convenu de cette narration peu étonnante dans son genre, voire même assez facile par rapport au projet que cela aurait pu être. Il faut reconnaître que le casting vocal passe très bien, sans que les choix de voix ne soient si surprenants que cela. Fendi Newton et Zachary Levi prenant assez bien la relève de Mel Gibson et Julia Sawalha dans les rôles de Ginger et Rocky, pour un ensemble qui se joue assez bien de ses personnages et qui entraîne par le rythme des dialogues. Sans être une surprise, ça fonctionne plutôt bien. Franchement, ça commencerait presque à devenir triste cette histoire. Je ne dis pas non plus que tous les films de super-héros se ressemblent, heureusement. Il y en a certains qui sortent un peu du lot, mais tout de même. Il faut bien avouer que voir ces films échouer dans une démarche qui n'est pas toujours dénuée de sens, cela fait un peu de mal tout de même pour nos spectateurs et cinéphiles. James Wan ne parvient pas à renouveler la prouesse qu'il nous avait offert sur le précédent volet de la saga, offrant ici un métrage divertissant, par moment, mais au final assez mou dans sa globalité dramatique et narrative, et surtout où l'on sent que le metteur en scène n'est plus passionné par le héros qu'il met en forme, ne s'amusant plus avec une scénographie virevoltant dans tous les sens, mais offrant un ensemble plutôt plat, beaucoup moins inspiré et surtout assez maladroit dans son rythme à l'écran. Après, Jason Momoa s'amuse encore beaucoup avec le personnage, mais il est évident que les déboires de production, avec notamment la présence chaotique de Amber Heard qui a changé la manière de voir le tournage, donnent lieu à un tout qui ne sonne pas comme juste, ou même simplement bon. Un maladroit et bancal exemple de projet pas très fun en fait à regarder. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Aucune surprise si vous avez vu le flop film de cette année. Mais franchement, sur le papier, je me demandais comment on avait pu imaginer un tel projet de cinéma et surtout comment on a pu se dire à un moment, après toutes les catastrophes que l'on a eues dans le genre, que ce serait une bonne idée de donner à nouveau les lumières d'un grand écran à un humoriste. Pef nous offre un moment de cinéma maladroit, une œuvre où lui a dû s'amuser à faire tout un petit paquet de caméos, plutôt drôle d'ailleurs, mais où au milieu de tout cela semble se perdre une certaine idée de cinéma qui fait un peu mal, tant rien n'est crédible, rien n'est inspiré, tout sonne comme du réchauffé et du forcé, mais en même temps, de la part de Dave Cohen, le mec qui a écrit les nouvelles aventures d'Aladin, on n'en attendait pas plus. Et puis surtout, quelle peine de voir d'aussi bons acteurs que Nicolas Marié perdus face à un Jeff Panaclock à la ramasse, puisque clairement, on ne va pas se mentir, ce n'est pas un acteur. C'est un humoriste qui joue assez bien de son idée, mais cela ne va clairement pas plus loin, au contraire. Une abyssale daube qui ne tient que par quelques bribes d'idées par-ci et par-là. Bon là, on est sur du
bon concept bien franchouillard. Difficile de ne pas voir dans la prémisse de ce film une certaine vague, parfois un peu pauvre et un peu maladroite, du cinéma français cherchant presque uniquement à capitaliser sur un public un peu prédéfini, celui qui se ruait en salle pour voir les films de Boone ou les comédies lourdes de De Chauvron, mais qui semble en perte de confiance. Antonin Fourlon et Frédéric Forestier collaborent pour nous emporter dans une aventure peu subtile, avec un message assez lourdingue autour de la chasse, mais aussi des traditions françaises, le temps d'un moment de cinéma où la comédie amuse durant quelques instants, où les acteurs donnent de l'énergie pour cette partie de blague plutôt explosive, mais où cela est beaucoup trop long et beaucoup trop lourd pour être divertissant de tout son long, le métrage étant assez massif pour une idée finalement très, voire trop simple. Reste que l'ensemble du casting tient assez bien la route, Bourdon et l'ermite étant à leur aise dans ce genre, et Jamie Lee et Lou donnant une réplique plutôt bien sentie par moments face à ces deux gros monstres du cinéma français sans forcément renouveler tant que cela le genre sur son terrain de chasse. C'est amusant, aussi vite que ça devient lassant même par moments. Il n'est pas facile de baser un film uniquement sur une petite histoire dans la grande histoire. Pourtant, de nombreux réalisateurs aiment proposer cela, des œuvres cherchant à explorer quelque chose de différent, quelque chose de surprenant, que ce soit par le choix de l'histoire, par le choix du contexte, par le choix de la forme, mais cela donne souvent lieu à des films bien exécutés, mais sans surprise. Vincent Pérez nous offre un film particulièrement bien emmené, dans une direction romanesque à l'ancienne, qui emporte le spectateur dans un moment de cinéma haletant et intense, qui reste tout de même assez classique à de très nombreuses reprises, mais qui parvient dans la construction et l'évolution de son héros et de son parcours à nous emporter dans un moment de cinéma qui monte en crescendo de la plus belle manière qui soit. Ajoutons à cela que le cinéaste et acteur s'entoure d'excellents interprètes, Roche Dizem en tête, terriblement charismatique et prenant, Doria Tillier magnifique et magnétique dans un rôle qui la rend terriblement puissante, et Guillaume Gallienne particulièrement juste et simple dans un rôle qui lui va comme un gant. Une petite surprise de fin d'année particulièrement divertissante. Bon, ça aurait été plus léger quand même que certains mois, hein. Il y a eu des mois où clairement les vidéos s'étendaient et duraient beaucoup trop longtemps. Bravo encore une fois à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Espérons que 2024 soit un petit peu plus light, en termes en tout cas de rattrapage. Mais d'ici là, n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.